One city even warning residents only use the water they have to sustain life. I don't know what to do. Shower was hot and I got about 10 jackets on and I don't think I'm gonna make it no more. So who got heat at their house, bro? I'm coming over. Too many of you were shivering in your own homes. No power, no heat, no water. You deserve answers. You will get those answers. Sans électricité, c'est pas seulement le confort qui disparaît, c'est la sécurité, la santé et parfois même la vie qui est en jeu. En février 2021, un vortex polaire s'est abattu sur le Texas. Un gigantesque tourbillon d'air glacial venu du pôle Nord. Ça arrive fréquemment l'hiver dans le Midwest américain, mais en 2021, il fut d'une intensité cataclysmique. Et le Texas n'était pas prêt. And when you factor in the wind, this is where things get really brutal. 30 to 40 degrees below zero readings across the Great Plains, with numbers for us in the single digits and teens by Tuesday morning. Texas was hit with a massive winter storm. Temperatures dropped below freezing for days, millions lost power and water, and hundreds died. 10 à 15 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. C'est comme si New York, Los Angeles et Chicago avaient été plongés dans le noir d'une seconde à l'autre. You could see pictures, some of the pictures people forget, like people, the inside of people's homes were frozen, like pipes were busted, and you could see ice waterfalls coming down their walls, through their ceiling, massive icicles inside their home, right? So it's not just a matter of minor inconvenience, it's a matter of survival. And it was crazy. Les canalisations gèlent et explosent, les réserves de nourriture se dégradent, les appareils médicaux vitaux cessent de fonctionner. Plus de 200 personnes sont mortes d'hypothermie dans cette catastrophe. Et ça a soulevé cette question terrible. Et si le froid n'était pas la seule cause de ce blackout ? Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le réseau électrique aux États-Unis. À l'Est, l'interconnexion de l'Est couvre la majeure partie du territoire, reliant les États de la côte atlantique jusqu'au Midwest. L'interconnexion de l'Ouest alimente la région depuis les montagnes rocheuses jusqu'à la côte pacifique. Ces deux réseaux sont distincts, mais partiellement interconnectés, ce qui leur permet d'échanger de l'électricité pour faire face aux pics de consommation ou aux imprévus. Cette organisation permet aux États interconnectés, donc hors Texas, de se soutenir mutuellement en cas de pénurie d'approvisionnement. Ils peuvent transférer de l'électricité rapidement, limitant ainsi le risque de coupure massive. Comme le Texas, l'Oklahoma a été frappé par la tempête hivernale Uri. Mais contrairement à son voisin, il fait partie d'un réseau interconnecté. En cas de besoin, il peut recevoir de l'électricité des États voisins. Le Texas a toujours tenu à son indépendance. C'est pourquoi il a construit un réseau distinct. Mais cette autonomie a un coût. En cas de crise, l'État de l'étoile solitaire ne peut compter que sur lui-même. La tempête de Uri a révélé que le niveau du réseau texan n'était pas à la hauteur lors des catastrophes naturelles climatiques majeures. Lorsqu'une partie du réseau s'effondre, mais il n'y a aucun filet de sécurité. Le problème en cas de froid intense, c'est que les centrales de production d'électricité sont mises à mal et qu'au même moment, tous les habitants poussent leur chauffage au maximum. C'est à ce moment-là que la consommation explose sur le réseau et qu'au même moment, la production s'effondre. Dans une ville, plusieurs sources d'électricité sont nécessaires. Centrales nucléaires, centrales à gaz.
et énergie renouvelable. Une fois produite, l'électricité est injectée dans le réseau, où elle circule à travers des lignes à haute tension, puis elle est convertie et redirigée vers les zones industrielles, les entreprises, les infrastructures publiques et enfin les habitations. Production d'un côté, consommation de l'autre. Tout dépend de leur équilibre. Si l'un dépasse l'autre, le système devient instable et le risque de coupure générale devient réel. The function of the grid operator, ERCOT in this case, is to maintain balance across the grid. And when that balance cannot be maintained, they need to modify either the generation side or the load side of the equation. In this case, because generators were not able to produce the energy, they had to reduce the power going to load and therefore resulting in blackouts. Le 15 février 2021, à 1h23 du matin, le réseau électrique du Texas passe à son plus haut niveau d'alerte d'urgence. Pour éviter l'effondrement total, 1000 MW de consommation sont coupés. L'équivalent de près d'1 million de foyers plongés dans le noir instantanément. À ce moment-là, plus de 35 000 MW de capacité de production sont déjà à l'arrêt. À mesure que la production s'effondre, la demande, elle, continue d'augmenter. À cet instant, un chiffre devient crucial, la fréquence du réseau. Elle doit rester fixée à 60 Hz. Mais la marge d'erreur est infime, à peine 1% de déviation, et tout le système commence à s'effondrer. En dessous de 59,4 Hz, le réseau entre en zone rouge. Et si la chute se poursuit, le blackout devient inévitable. À cet instant, chaque seconde qui passe engage la vie de millions de personnes. Entre 1h26 et 1h42, 1418 MW supplémentaires sont perdus. À 1h43, 248 MW disparaissent du réseau. Une minute après, 329 MW supplémentaires sont mis hors service. À 1h46, 1000 MW supplémentaires de délestage sont ordonnés. Mais la chute continue. 606 MW tombent à 1h48. Une minute plus tard, 688 MW cèdent à leur tour. 511 à 1h50. La zone rouge est franchie. La fréquence du réseau passe sous 59,4 Hz. Quelques minutes passées dans cette zone critique suffisent à provoquer un effondrement total. À 1h51, 3000 MW sont coupés en un seul ordre. Un choc massif pour tenter de sauver le système, l'équivalent de 3 millions de foyers plongés sans électricité. À 1h55, 3500 MW de délestage supplémentaires sont ordonnés. Le réseau sort de la zone rouge. L'équilibre revient lentement. You know, looking around and saying, "Oh man, what can we have done better to prepare for this nuclear bomb?" You can't. You know, our nuclear plant froze and went offline. It's inconceivable. You know, it's insane. So at some point, like, and I think what's a lot of people don't understand is they're looking who was at fault, who was to blame, but they have no idea how close we were to a true catastrophe. We almost lost the grid in Texas for months. We were minutes away from a total blackout. Soit vous plongez volontairement 10 à 15 millions de personnes dans le noir, tout en sachant qu'il y aura fatalement des morts, soit c'est l'intégralité du pays qui perd l'électricité quelques instants plus tard. Donc 30 millions de Texans, et vous augmentez de façon considérable les dégâts sur le réseau. On parle pour la crise de Uri de 80 à 130 milliards de dégâts. Demand response has become, a huge part of our daily life. Before Uri, there was a lot of people that didn't know what demand response meant. The truth of the matter is, I think that after Uri, it was a wake-up call. It was a real big wake-up call for the state of Texas, for all of the political people, even for our governor, who I think Governor Abbott does a great job.
But it was a wake-up call to understand, how do we make sure, what can we do that this doesn't happen again? We can't stop a 100-year storm from coming. Many of you are angry, and you have a right to be. I'm angry too. At a time when essential services were needed the most, the system broke. You deserve answers. You will get those answers. I am already working with the legislature on reforms to add more power to the grid and to ensure that we never run out of power again. Face à la crise, l'État a dû agir vite. Quand le réseau est saturé, augmenter la production devient une évidence, une nécessité. Mais à quel prix ? C'est l'approche classique pour sécuriser l'approvisionnement d'un réseau. On ajoute des capacités de production qui sont seulement utilisées pour gérer les crises sur le réseau. Mais le gros problème, c'est que ça coûte une fortune en investissement. Plus de 15 milliards de dollars dans le cas du Texas à ce moment. One man is ready to put $8.8 billion on the table to save Texas. Ryan Buffett. One of the wealthiest men in the world and his company, you may have heard about, have a deal for Texas. They're offering one anyway to fix the energy grid. If Texas buys it, you might call it blackout insurance. $1 billion, $2 billion, $3 billion. It's a name that opened doors and turns heads here in Texas. Warren Buffett. Yeah, he came in with an $8 billion proposal to build 10 power plants around the state that would come on only when the lights go out. They would be there for emergency use. And it's $8 billion of his dollars. He is not asking Texas to front that money. Right, but he is asking Texas to allow him to charge electric ratepayers to build those plants. Remettons-nous en situation à l'époque, car c'est un épisode incroyable avec le recul. Warren Buffett, l'un des hommes les plus puissants du monde, vous propose un plan. Injecter des milliards pour stabiliser le réseau en échange d'un contrôle sur une partie de l'infrastructure électrique du Texas. Comment refuser ? Et là, vous lui dites « Non merci, j'ai une autre idée, on va se débrouiller seul et nous allons profiter pour gagner en compétitivité tout en sécurisant le réseau. » Wait, why on earth would Texans say no to the Oracle of Omaha? Because they don't want to pay more. And honestly, they're right. Look, if Texas can't find real solutions, at some point they've got to take responsibility. Alors là, oui, effectivement, à ce moment-là, le Texas a surpris le monde entier. Elon Musk has stated that Berkshire Hathaway's energy proposal for Texas, spending more than $9 billion for new generating capacity, is wrong. And if anybody can do it faster, they can do it cheaper, whatever. That's terrific, but they should have something to lose, though, if they don't do it. Le Texas a choisi de dire non à Warren Buffett. Pas seulement à cause du coût, mais aussi parce que cela remettait en cause l'indépendance d'un réseau en dehors du système fédéral. Ici, l'énergie est gérée localement sans la moindre interférence extérieure. Un réseau indépendant et déréglementé, unique en son genre. Accepter aurait signifié renoncer à ce modèle. Une décision contraire à tout ce que défend le Texas. Alors que l'État rejette le plan de Warren Buffett, une autre voie commence à émerger. Chez ERCOT, l'opérateur du réseau électrique de l'État, ils font appel à celui qui connaît le système mieux que quiconque. Un ancien dirigeant, un homme qui s'était retiré, à la retraite depuis des années. Et pourtant, c'est lui qui va redéfinir l'avenir énergétique du Texas. Brad Jones. ERCOT's board of directors named an interim president and CEO today, and the name is a familiar one, Brad Jones. ERCOT's interim CEO, Brad Jones. I'll have the privilege of sitting down with Mr. Brad Jones. Will he be up to the task? My goal, the reason why I'm here, is to reestablish that trust that you have all had in ERCOT in the past. To reestablish the organization, to stabilize it, to improve communications, to improve reliability, and to improve the overall coordination between our organization and the rest of the state entities. So that's my goal. Once I accomplish that, I'll be gone. All right, I was retired before this. I do want to return to retirement. I think Brad Jones, he had a more holistic point of view that involved, a lot of different approaches, what he would consider like a mix of everything to help solve the problem. And that would involve a mix of generation resources, but also a mix of different types of load.
including large flexible load to help with generally flexibility for those times of scarcity. So I think there were a lot of measures taking place, but for the most part, I believe what we all realized is oil and gas companies had been the background, the backbone of the state of Texas. They were the largest power users in the state, and they created most of the revenue. What we began to figure out is oil and gas companies don't make money unless oil is coming out of the ground. For oil and gas to come out of the ground, it takes electricity. Face à la crise, l'électricité devient une ressource rare. Les foyers consomment plus que le réseau ne peut fournir et les centrales tombent les unes après les autres. Le prix de l'électricité explose, passant de $30 le mégawattheure à $9,000. In the ERCOT market of Texas, there's essentially three markets or three types of power products that you can buy. The first one is a fixed block of energy. So it's basically buying a block of power, let's say 10 megawatts, for a certain time and volume at a set price. The other type of market is what's called the real-time market in Texas. So the real-time market is kind of like a spot market where you kind of give and take. And every 15 minutes, natural gas prices settle in Texas, and so the real-time market settles with natural gas prices. So every 15 minutes, the price of the real-time market in Texas changes. So, during Winter Storm Uri, literally the real-time market hit its cap at $9,000 a kilowatt hour for 72 hours straight. So to buy spot power during that storm was literally a historic rate for that time period that it was frozen out. The other type of market that you can buy power in is what's called the day-ahead market. And the day-ahead market is basically like a bid and ask type situation. So, but mainly the two types of market that most people participate in Texas is the fixed market, buying a block of energy, and then the real-time market in Texas where it settles every 15 minutes. À ce stade, une chose devient évidente. Ce qui manque au réseau, c'est de l'électricité. Alors que d'autres auraient misé sur davantage de production, Brad Jones regarde ailleurs. Il se tourne vers la consommation. Existe-t-il un acteur capable d'absorber d'énormes quantités d'électricité, puis de tout couper instantanément sans compromettre son activité? Ce consommateur idéal existe. Il était là depuis le début. Le Bitcoin. The greatest value to Bitcoin is that they have the flexibility to turn off their total consumption on a moment's notice. That value means that unlike any other industry, whether it's even another data center that has to stay up all the time, that has customers like Amazon or something like that, those companies have to stay up, have to have a high level of capability, and they're always consuming. For Bitcoin, it does what we have been looking for at ERCOT for years and years. It creates a dynamic load. Là, ce jour-là, on peut dire que Brad Jones a parfaitement incarné l'esprit pionnier et combatif du Texas. And let me say to all of crypto and all of Bitcoin, come to Texas. Texas is the oasis for Bitcoin. Quand on parle de Bitcoin, on imagine souvent quelque chose de virtuel, d'intangible. Mais en réalité, sa production repose sur des infrastructures bien réelles. Comme pour l'or, il faut du travail pour extraire un Bitcoin. Sauf qu'ici, pas de pioche ni de tunnel souterrain. Pour obtenir un Bitcoin, des machines doivent résoudre en continu des équations mathématiques extrêmement complexes. Ce processus s'appelle le minage. Les fermes de puissance se sont imposées comme la solution parfaite. Ces installations consomment énormément d'électricité, mais ont la capacité de s'effacer du réseau en moins de 5 minutes. Un consommateur idéal qui maximise le taux d'utilisation des centrales de production d'énergie, quand il y a de la capacité sur le réseau, ce qui contribue à faire baisser le prix de l'énergie pour tous les consommateurs. When a moment occurs, like a Uri or a storm or a problem, and the grid is being pressured, in other words, there's not enough power, there are companies that are willing to say, I don't need power today, I can do without it, and I'll allow my power to go back to the grid, and for that, there are ways through ERCOT they get paid. If somebody gives something up, they need to make money. Pour construire une ferme de puissance, la première condition est un emplacement stratégique, directement relié à un poste électrique à proximité. Ce poste fournit l'énergie nécessaire,
en convertissant les lignes à haute tension vers une tension adaptée à la distribution locale. Le site est ensuite préparé pour accueillir les installations. Des fondations en béton sont coulées afin de supporter le poids des structures. Une fois ces fondations prêtes, les conteneurs sont positionnés à l'aide de grues selon un plan optimisant l'alimentation électrique, la ventilation et l'accès technique. Des transformateurs sont également installés pour assurer la dernière étape de conversion avant la distribution vers les modules. À l'intérieur de chaque conteneur, des racks accueillent des centaines de machines spécialisées dans le calcul intensif. Une fois en service, ces conteneurs deviennent de véritables unités de calcul, capables de traiter en continu d'énormes volumes de données. Le site doit satisfaire une double contrainte, être proche d'un nœud de distribution du réseau, que l'on appelle une sous-station, et en même temps, cette sous-station doit avoir de la puissance disponible 95% du temps dans l'année. Cette disponibilité de mégawatts excédentaires dépend des capacités de production d'électricité au niveau local. Aujourd'hui, cette puissance de calcul est utilisée au profit de la sécurisation de la blockchain Bitcoin. Il faut bien comprendre que, de notre point de vue, Bitcoin, ce n'est que de la data produite à partir d'énergie électrique que l'on valorise sur Internet. Dites-vous bien que mettre de nouveaux mégawatts en exploitation coûte cher. Et là, avec ce système de ferme de puissance, vous découvrez qu'il y a peut-être 10% ou peut-être 20% de la puissance électrique sur le réseau déjà existant qui est inutilisée 95% du temps pour disposer de réserves en cas de crise, certes, mais que vous devenez capable de valoriser. Des milliers de mégawatts déjà opérationnels qui ne coûtent donc rien du tout et qui ne demandent qu'à être utilisés sans délai. Quand vous réalisez l'ampleur de ce potentiel, vous avez l'impression d'avoir trouvé une mine d'or qui était juste sous vos pieds. Chez Data Factory, nous sommes une entreprise d'infrastructure sur le réseau électrique. L'industrie du minage de Bitcoin est un marchepied, une porte d'entrée pour nous qui nous permet d'acquérir des mégawatts avec un investissement très bas et de faire du management de l'énergie. Mais plus nous grandissons, plus nous allons développer d'autres sources de consommation d'énergie flexibles. À moyen terme, nous nous attendons à ce qu'une fraction de la production de calculs de haute performance, tout ce qui tourne autour de l'IA, pour simplifier à l'extrême, soit également... À l'origine, le documentaire devait s'arrêter là. On devait simplement expliquer comment les fermes de puissance permettent d'équilibrer des réseaux électriques. La conclusion devait être que, dans le futur, ce modèle permettrait d'équilibrer tous les réseaux électriques du monde entier. Mais voilà, le futur s'est accéléré et il faut qu'on en parle. We know that the rarity of the energy is going to be problematic across the world. Anytime you touch an icon on your phone, anytime you book a flight, or anytime you watch a movie at night, you're using a data center. Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure. Infrastructure need for the world is just going to be exponentially growing, right? Did you ever think we'd get to this point where power has now become really the hottest commodity in the world? It is the same as you are suddenly bringing water to a desert in the middle of the Sahara.